Bonsoir à tous et merci de marquer le deuxième pas de la semaine en étant présent sur le grand rendez-vous, deuxième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, toute l'équipe est en place pour vous développer des sujets concernant les thèmes à savoir santé bucco-dentaire, on parlera sécurité routière, métier fibre optique et pourquoi pas de décoration d'intérieur. Les détails après la météo. Merci de nous rejoindre sur le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Ce soir, on peut déjà vous le confirmer ou si vous voulez affirmer tout simplement pour dire que le diabète peut donc influer sur l'état de vos dents et il vous faut un peu plus donc de rigueur en matière de santé bucco-dentaire si vous êtes diabétique. Et le diabète, le dentiste, pardon, Jean-Guy Adjala viendra tout à l'heure nous en donner précision sur la rubrique nature et bien-être. Alors, de belles dents rendent forcément votre sourire beau et ça, c'est vrai, le sourire étant aussi un facteur de courtoisie. Même au volant, c'est toujours bon et bien de sourire aux autres usagers, à ceux qui, bien sûr, utilisent ou empruntent bien sûr la même voie que vous, mesdames et messieurs. Il faut dire tout simplement que la courtoisie au volant, c'est au-delà même du simple sourire et donc ça favorise tout simplement la sécurité routière et c'est ce qu'on essaiera en tout cas de détailler tout à l'heure sur la rubrique Autant savoir. L'un des métiers les plus demandés sur le marché de la technologie et de l'information et de la communication, les TIC, c'est bien sûr les métiers liés aux fibres optiques. Aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, du préparateur de câbles fibre optique. Le marché TIC en demande fortement. Et l'expert de ce grand rendez-vous viendra donc nous en parler et nous irons aussi à l'école de l'art de décoration. Ce soir, sur la rubrique beauté au pluriel, on apprendra précisément donc à décorer notre salon sur beauté au pluriel ce soir, sur ce grand rendez-vous qui va vous offrir le journal à partir de 19h45 exactement. À la présentation ce soir, c'est Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir, Assioum Gaba. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45, mais avec quel menu? Merci à vous, Assioum Gaba. Le mode de transport très utilisé dans la vallée de l'Ouémé est le transport fluvial. Pendant longtemps, l'as fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation, mais depuis 2012, des lois régissent ce secteur. L'élevage à domicile peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé
et l'environnement de l'éleveur et des habitations voisines. Gloria Oni nous en dira davantage à 19h45. Et puis, la réalisation du tissu batik requiert tout un art. Vous restez avec nous pour découvrir les différentes étapes de la réalisation de ce tissu. D'accord, on ira donc avec vous tout à l'heure à 19h45, Nadège Sani, découvrir tous ces sujets annoncés. Pour le moment, ce sont les plateaux qui s'ouvrent sur le grand rendez-vous. On commence par Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir, ça parle diabète et ses influences sur la santé bucco-dentaire. C'est quoi en réalité? Qu'est-ce que le diabète peut donc causer comme dégâts sur votre santé bucco-dentaire? On aura le temps bien sûr d'en parler juste derrière cet extrait. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que ceux-là. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt, le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat, avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces aliments, les crabes que nous consommons sont souvent riches en calcium. Et nous conseillons souvent ces aliments. Voyez notre gombo que nous prenons, sont riches en calcium. Et donc c'est autant d'aliments que nous devons privilégier. Privilégier des aliments, oui, mais de saines habitudes peuvent également aider dans la prévention du mal. Après le repas, il faut vraiment boire un peu de l'eau pour rincer la bouche, éliminer les débris qui se sont d'une manière ou d'une autre entassés dans les petits espaces qui existent au niveau des dents. Deuxième élément, c'est que nous conseillons que nous devons nous brosser tout au moins les matins au réveil, les soirs au coucher et si possible après les repas. C'est très important. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. Prenons-en donc soin. Merci beaucoup à Héloïse Winato et Rodrigue Babagbeto pour ce reportage qui nous parle donc de l'alimentation qu'il faut pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, pour la santé et la bonne forme bien sûr de vos dents. Mais on se demande aussi, après avoir suivi ce reportage, si ce sont donc des aliments que peut prioriser par exemple le diabétique pendant que ce dernier a donc des effets de sa maladie sur sa santé bucco-dentaire. On va poser la question tout à l'heure au dentiste Jean-Guy Adjala. Bonsoir. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Fait le lien entre diabète et santé bucco-dentaire. Oui. Allez, bonsoir à vous. Yasmine Damata. N'oublie pas mon prénom. À chaque fois, quand je vous vois, j'ai envie de dire Ania Bello ou soit Heureuse Danodé. Mais voilà, bon, on se retrouve. Famille, hein. Tout compte fait, c'est la famille. Temps, vous y habituer. Oui, je vais m'y habituer sans souci. Yasmine Damata, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé à Soum Gaba, amis téléspectateurs. Également un plaisir de vous recevoir encore, de nous recevoir chez vous encore ce soir pour parler santé. Et cette fois-ci, comme vous avez si bien planté le décor, on parlera de la santé bucco-dentaire chez les diabétiques. Chez les diabétiques. Et docteur Adjala est là pour nous en parler. Alors docteur, c'est quoi le lien entre le diabétique et la santé bucco-dentaire? Merci.
Je dirais que le diabète a un impact négatif sur la santé orale. Et la relation entre le diabète et les maladies de la bouche sont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une augmentation de la glycémie a une influence sur l'apparition des infections buccales. Et de la même manière, les maladies, je vais dire les maladies parodontales, influencent le déséquilibre glycémique. Donc, oui, hein. c'est dans les deux sens. Hein, c'est dans les deux sens. Voilà. Donc, si quelqu'un, si un diabétique a mal, par exemple, à la dent, ou s'il y a une infection dans sa bouche, c'est que ça agit sur sa glycémie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est dans les deux sens. Dans le même cas, quand il a une carie, ça peut également agir sur son diabète. Je ne parlerai pas de carie dentaire, tout court. Tout court. Parce qu'il a été prouvé qu'un diabétique sur deux a une maladie parodontale. Une maladie de la bouche. Et quand je vais citer les complications du diabète, je peux vous parler de la carie dentaire. Voilà. Pourquoi le diabète peut entraîner la carie dentaire? Ah, mais pourquoi alors? Dites-nous en même temps. Quand on a un diabète, oui, je vais dire le diabète de type 2, oui, diabète de type 2, vous avez la présence de sucre dans la salive. Alors, il est dit que les bactéries buccales transforment le sucre en acide lactique. Et c'est ça qui fait que ça ronge nos gencives au point de ronger la gencive, le tissu dentaire qu'on appelle l'émail. Ok. Ou bien la dentine, quand ça évolue. Donc il y a apparition de caries. Déjà, parlant d'alimentation, tout à l'heure dans le reportage, on nous a donné des recommandations pour s'alimenter. Dans le même temps, est-ce que l'alimentation que nous consommons constitue également un danger pour nos dents et en même temps pour la santé du diabétique? Oui, je dirais, parce que quand je prends les lipides, les protides, tout cela est transformé quelque part en glucose. Donc notre alimentation, en général, elle est sucrée. À partir de ce moment où elle est sucrée, on peut avoir apparition de caries, comme je vous ai dit. Alors, quels sont les symptômes des problèmes liés à la dent chez le malade diabétique? Alors, comme complication du diabète, je vais parler de gingivite, où vous avez une inflammation des gencives, vous avez une hémorragie gingivale qui peut être spontanée et ou provoquée, vous avez une tuméfaction de ces gencives-là. Bon, le traitement classique, c'est du tartrage, parce qu'il y a présence de la plaque et du tartre au niveau des collets de la dent. Donc un détartrage classique avec un bain de bouche peut régler le problème, parce que la gingivite, elle est réversible. Alors, je vais citer ensuite les parodontites. Quand je parle de parodontite, c'est qu'il y a une poche parodontale. C'est-à-dire qu'il y a déjà un espace entre la gencive et la dent, parce que l'os alvéolaire qui est en dessous de la gencive est atteinte. Donc, on parle de poche parodontale. Il faut dire qu'il y a destruction aussi du collagène chez les diabétiques, parce que le collagène est une protéine que vous avez au niveau des tissus de soutien de la dent. Vous pouvez l'avoir au niveau des tendons, vous pouvez l'avoir au niveau des os. Donc, quand il y a une perte du collagène, ça entraîne la destruction du parodonte. On peut soigner les parodontites, détartrage, surfaçage, curettage des poches, antibiothérapie. Docteur, on va mieux revenir demain. Le sujet, c'est non, on a encore quelques minutes. On parlera, mais juste que je veux bien qu'on aborde mieux les maladies liées à la santé bucco-dentaire. Je vais citer encore la sécheresse buccale. Ok. Parce que l'augmentation du sucre dans la salive entraîne la diminution du flux salivaire. Vous savez que la salive joue un grand rôle dans la cavité buccale. D'abord, un rôle de nettoyage. Il y a des enzymes dans la salive qui luttent contre les bactéries. Donc, la diminution du flux salivaire fait que la bouche, elle est humide. Donc, il y a des ulcères, des muqueuses buccales qui apparaissent. Il y a la carie dentaire qui peut apparaître aussi.
Mais avec tous ces symptômes, docteur, est-ce que systématiquement le diabétique doit forcément informer son dentiste qu'il est diabétique? Bien sûr, informer le dentiste de son diabète et des médicaments qu'on prend. Et chaque fois, il faut apporter les dernières analyses. Il faut prendre ses repas et ses médicaments normalement. Mais là, on a suivi tout à l'heure ce reportage dans lequel le nutritionniste indique l'alimentation qu'il faut pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Est-ce que le diabétique aussi peut suivre ces conseils-là? Le diabétique a son nutritionniste, souvent. Oui, le diabétique a son nutritionniste. Et quand je parle de pathologie bucco-dentaire, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de maladie non transmissible où on recommande qu'il faut avoir une alimentation où il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas beaucoup d'huile, et puis dans le même sens, éviter l'excès d'alcool et puis la consommation du tabac. Surtout ça. Oui. Mais il y a au-delà de ça, quels sont les conseils pour le diabétique déjà pour éviter d'avoir des problèmes liés à sa santé bucco-dentaire? Je veux dire de faire déjà une visite systématique. Je ne dirais pas une fois par an, mais 2 fois par an, tous les 6 mois, pour le diabétique, et d'éviter toute chirurgie. Hein? Quand il y a un déséquilibre glycémique, d'éviter toute chirurgie buccale, parce que le diabète fragilise les vaisseaux. On peut avoir des hémorragies qu'on aura du mal à gérer. Il n'a qu'à éviter carrément la chirurgie. Ah oui, il faut jusqu'à équilibrer sa glycémie. C'est-à-dire, nous travaillons de concert avec les diabétologues. Les chirurgiens dentistes travaillent de concert avec le diabétologue, avec le médecin qui suit le diabétique. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des chirurgies, accepter qu'on vous arrache des dents n'importe comment quand vous êtes diabétique. Ah, du tout pas. Ah oui. Donc, mais c'est quoi les risques déjà? Une infection ou l'inflammation de la bouche? Expliquez-nous un peu, docteur. Quand la glycémie n'est pas équilibrée, oui, il y a risque de saignement, hémorragie, qu'on ne pourra pas gérer facilement, puisque les vaisseaux sont fragiles. Le diabète fragilise les vaisseaux et empêche le flux sanguin de bien nourrir ces vaisseaux. Et du coup, les tissus aussi sont atteints. Chez le diabétique, 3 lésions, pas souvent de 3 lésions. Lesquelles, docteur? 3 lésions, bon, pour parler souvent de 3 lésions, moi je ne dirais pas 3 lésions. Moi je vous ai cité les gingivites, j'ai cité les parodontites, la sécheresse buccale et les candidoses aussi. Les diabétiques sont sujets à des candidoses. C'est la candidose qu'on voit chez les sujets immunodéprimés, parce que le diabétique, il est souvent immunodéprimé. Et quand vous avez aussi une alimentation qui est riche en sucre, vous êtes sujette à des candidoses buccales. Merci, docteur Assom Gaba. On n'en finira pas de parler des dents sur notre plateau. Demain, on va y revenir. Et déjà, pour le patient diabétique, on peut retenir qu'il faut qu'il passe au moins 2 fois par an chez son dentiste, et également éviter de consommer une chirurgie, surtout la chirurgie, d'éviter la chirurgie. D'éviter la chirurgie, d'éviter la chirurgie, oui. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta, pour tous ces détails. J'espère bien que vous ne parlez pas de la santé des dents pour pouvoir bien mordre les gens. Hein. Non, pas pour mordre les gens, mais pour solidifier. Pour sourire, avoir un beau sourire aussi. Un beau sourire. Ouais. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est comme ça, j'aime les taquiner, hein, les dames qui passent sur ce plateau. C'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir cette présentation. Merci, docteur. À très, très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer avec vous, hein, chers téléspectateurs. Nous serons très prochainement, sinon dans quelques secondes tout simplement, dans le salon de Fulgencia Ontonji. Bien sûr, c'est beauté au pluriel. Bienvenue dans le salon de Fulgencia Ontonji. Avec elle ce soir, nous allons apprendre donc à décorer notre salon. Ah oui, c'est ça, c'est aussi un art. Et ça s'apprend tout simplement. On aura un spécialiste pour nous conduire dans cette école-là, comment ça se fait dans cette discipline artistique tout simplement. On vient en plateau dans un instant. On suit d'abord cet extrait. Rideaux, canapés, divans, lampes, chaises, ce sont là quelques accessoires de décoration d'intérieur qu'on retrouve dans cette galerie.
Ces objets décoratifs permettent de rendre somptueux et chaleureux le cadre de vie. Cette touche particulière qui vient mettre en valeur une pièce et épater ses convives. Bon, là, nous avons tout ce qui est mobilier de décoration et des accessoires aussi de décoration. Il y a des privés qui viennent acheter et il y a des décorateurs aussi qui passent acheter avec les clients aussi qui les accompagnent pour faire le choix, les aider à choisir, à mieux agencer tout ce qu'ils veulent mettre dans leur intérieur. Pour rénover son institut de beauté et pour le confort de ses clients, Dame Patricia a loué les services d'un décorateur d'intérieur. Elle se réjouit du résultat. Je ne connaissais pas le décorateur. Au fait, il a fait la peinture quelque part chez une de mes collègues. Et j'ai vu, ça m'a plu, c'était très joli et j'ai voulu l'avoir aussi. Alors le beau, je le veux à n'importe quel prix, à tout prix, à n'importe quel prix. Je lui ai juste dit mes couleurs, je lui ai parlé de mes couleurs et il s'est débrouillé pour le reste. C'est vrai qu'il a fait des agencements et c'était parfait. Et déjà, je me sentais bien dans mon cadre. Plutôt que de faire appel à un spécialiste, certains préfèrent le faire eux-mêmes et se laissent ainsi guider par leur inspiration. Oui, bon, j'ai décoré ma maison une fois. Je l'ai fait la décoration en fonction de mon goût. Non, on achète la même simple. Ce qui est simple là, pour disposer, tu vas le savoir. Ceux qui ont beaucoup d'argent pour acheter les meubles de 600 ou un meuble de 500 peuvent faire appel aux gens décorateurs. Pour pouvoir décorer, c'est un ensemble de choses. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour décorer, il va falloir tenir compte des mobiliers, des accessoires, des lumières et tout ça. Donc, c'est un ensemble. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de décoration. En fait, c'est la lumière qui donne la vie dans l'intérieur d'une maison. Pour avoir un décor parfait, l'expertise d'un décorateur d'intérieur est recherchée. Ce métier, autrefois méconnu du grand public, gagne aujourd'hui du terrain. Si vous êtes fatigué de la routine et avez envie de relooker votre maison, le décorateur d'intérieur est là pour répondre à votre besoin. Ah ouais, ben c'est joli hein, le reportage, mais ça, sûrement que vous, chers téléspectateurs. On revient en plateau avec Jean-Paul Nongpo-Moundefort. Il est architecte, designer. On a vu de très belles images dans ce reportage. Vous allez nous dire comment est-ce qu'il faut donc aussi rendre beau son salon de cette manière-là, dans un instant. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir à Fulgencia Ontonji. Merci de nous accueillir dans votre salon ce soir. C'est tout un plaisir et tout un honneur pour moi. Ouais. Dans le salon, quand je parle du salon de Fulgencia Ontonji, ce n'est pas ici. En fait, c'est le reportage que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu, elle en a tellement de très beaux salons, de très beaux décors aussi. Tout à fait. Superbe en tout cas pour le reportage aussi. On vient en plateau, bien sûr, pour aborder le sujet. C'est art de décorer. Son salon. Il faut le dire, hein, le salon fait partie des pièces maîtresses d'une maison et pour le décorer, il faut beaucoup d'attention. C'est pour cela que j'ai invité sur ce plateau un architecte et designer, M. Jean-Paul Nongpo-Moundefort, et il sera avec nous pour nous donner des astuces, hein, comment aménager son salon, comment disposer les meubles. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir madame la journaliste. Alors, dites-nous, hein, qu'est-ce qui fait la particularité d'un salon? Déjà, un salon, c'est une pièce de jour, comme on le dit dans le langage. C'est les pièces qui vont accueillir du monde en journée. C'est plutôt des pièces de passage aussi. Et dans certains milieux, on parle de séjour. Moins de salon, mais plutôt de séjour. Donc, ça laisse déjà passer tout le message du salon. En termes d'usage, c'est vraiment en fonction des besoins et des habitudes. Plus vous recevez du monde, plus vous aurez tendance à avoir un intérieur généreux, un salon généreux, et tous les meubles et tout l'esprit sera pensé en fonction de la quantité de passages que vous laissez chez vous. Alors, hein, pour se sentir bien dans sa peau, hein, pour que les invités aussi se sentent bien, comment faut-il l'aménager? Il faut bien l'orienter. Il
faut bien l'orienter. En général, on souhaite qu'il soit le plus lumineux possible parce que bon, c'est la lumière dans la pièce qui rend la vie plus agréable. Parce qu'on parle de pièces de jour aussi. De l'autre côté, on a aussi de l'éclairage artificiel pour les moments de la journée où il fait moins, enfin, il fait un peu plus sombre, ou les moments de la nuit, parce qu'on reçoit également la nuit, il faut le dire. En termes d'astuces, il faut optimiser. C'est avant tout une question d'optimisation. Il y a un côté technique aussi, parce que quand vous êtes dans votre salon, en général, certains vont installer une télé. Donc, c'est aussi une pièce pour regarder la télé. Ça peut être une bibliothèque. Donc, tout ce que vous allez intégrer dans ce petit espace-là, parce que quand je parle de petit espace, je fais allusion à ce qu'on trouve dans nos milieux de vie urbains. C'est-à-dire en ville, les parcelles sont relativement petites. Pour l'habitant moyen, il a du mal à dépasser peut-être 30 mètres carrés pour son salon. Donc il faut faire entrer tous les usages dans cet espace de 30 mètres carrés en moyenne environ. Okay. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le salon et la salle à manger? Oui. Parce qu'on voit que c'est souvent ensemble, quoi. La table est au salon et tout. On comprend. Par définition, c'est deux espaces différents. Okay. Maintenant, on les fait cohabiter. En général, on les fait cohabiter par souci de fonctionnalité. On veut pouvoir regarder la télé en même temps qu'on mange. On veut pouvoir accueillir ses visiteurs et les faire manger en même temps. Donc, c'est à force de ces usages-là et de notre culture aussi, parce que, bon, on aime bien offrir à manger à ceux qui viennent nous voir. On leur offre le meilleur de ce qu'on a chez nous. On ne doit pas les faire entrer dans notre salle, enfin, dans notre chambre à coucher ou dans notre cuisine, comme dans certains pays. Dans certains pays, vous rentrez dans l'espace vous rentrez dans la maison par la cuisine. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, on présente tout ce qu'on peut rendre accessible, l'intimité qu'on peut dévoiler. Okay. On la présente, donc, le salon, côté télé, côté bibliothèque, côté coin détente et le repas aussi. Par la même occasion. Mais vous l'avez dit, hein, nous avons un problème d'espace ici au Bénin, chez nous, et la salle à manger, le salon. On ne sait vraiment pas comment les agencer, comment faire cohabiter ces deux espaces. Quelles sont les astuces? Je vais peut-être être technique, mais c'est la transition aussi. C'est la transition qui permet de positionner. En général, on invite à s'asseoir, à boire un verre, à se rafraîchir, à se détendre avant de manger. Donc, dans la progression, on va inviter la personne à s'asseoir avant de la conduire vers la table à manger. Ouais. La table à manger, c'est aussi un nombre de places, le nombre de personnes, la capacité d'accueil ne peut pas être exagérée. Vous avez des limites. Si vous avez 30 mètres carrés, bon, à tout casser, vous pouvez peut-être accueillir une douzaine, une quinzaine de personnes de façon confortable. Donc, ça aussi, c'est des éléments dont il faut tenir compte lorsque vous allez acquérir votre mobilier ou lorsque vous le faites fabriquer sur mesure. L'idéal, c'est de le faire fabriquer sur mesure. Encore faut-il être patient parce que bon, vous avez peut-être le budget, vous avez tout de suite envie de voir à quoi ça va ressembler. Donc les gens préfèrent s'orienter vers les boutiques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes dans un pays où la main-d'œuvre est accessible, où il y a beaucoup de créativité. Et on n'est pas obligé de consommer que des bienvenus d'ailleurs, notamment de la Chine, de l'Europe ou des Amériques. Donc on a un petit intérêt à garder notre côté original avec les matériaux locaux, les solutions locales, le savoir-faire local. Et ce qui nous parle. Ce qui nous parle en réalité. Oui. Alors, quelles sont les couleurs qui sont réservées vraiment pour le salon? Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Bon? Il n'y a vraiment pas de couleur. Le vendredi dernier, nous avons reçu un expert ici. Il nous a parlé de la couleur bleue ou verte là. Lorsqu'on met ça dans le salon, l'invité peut dormir. Oui, il y a des couleurs qui ont des vertus ou qui présentent un intérêt particulier. Mais si vous êtes amoureux du rouge, vous mettez du rouge chez vous. À volonté. C'est chez vous avant tout. Parce que vous avez envie de montrer aussi qu'est-ce qui vous fait plaisir. C'est dans ce cadre, parce que votre salon n'est pas le salon de votre collègue ni le mien. Donc on se sent bien à venir chez vous parce que vous y mettez de votre personne. Par excellence, les couleurs préférées ou les couleurs qui vont dominer, c'est le blanc, parce que c'est une couleur qui permet de rendre l'espace un peu plus grand. De réfléchir de la lumière, donc c'est des couleurs simples à mettre en œuvre et c'est des couleurs qui sont un peu plus intemporelles. Il n'y a pas d'effet de mode quand vous mettez du blanc, vous êtes sûr que 50 ans après, jusqu'à nouvel ordre, ça passe toujours. Le côté salissant est dérangeant, mais sinon il n'y a pas de couleur. Vous pouvez voir, vous pouvez étudier le sens des couleurs, la valeur des couleurs, le message des couleurs pour faire un choix. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment pas de... Donc il faut travailler une couleur donnée. Dans le choix même des meubles aussi, il faut marier la couleur des meubles, par exemple, à celui des murs. Oui, l'agencement des couleurs. Oui, il y a une cohérence. Il y a déjà une thématique. Quand vous abordez l'aménagement d'un intérieur, quelle que soit la pièce ou d'une maison, il y a une thématique que vous allez suggérer ou que le professionnel va vous suggérer.
Donc toutes les couleurs et toutes les tendances, toutes les nuances et toutes les variantes vont être en accord avec cette charte-là que vous définissez dès le départ. Si vous faites un aménagement après coup, c'est-à-dire la maison est complètement construite, vous la consommez telle qu'elle vous a été livrée, je ne parle même pas du cas où vous avez acheté la maison, vous héritez des murs en l'état, la prise a une position, vous n'avez pas envie de bouger cette position, donc cette position va être déterminante. Ça veut dire que le canapé sera sans doute orienté vers la prise, parce que la télé ira vers la prise. Donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes, mais il y a aussi des choix. Les variations sont vraiment à l'infini. Oh, oui, des variations à l'infini, mais souvent quand on voit de si beaux salons, comme ce qu'on a à l'écran, c'est que, bon, on dit, ah, ça c'est pour les Aqueno. Est-ce qu'il faut être vraiment riche pour avoir de si beaux salons? Ce qu'on voit à l'écran, il faut avoir un peu de ressources. Ah, d'accord. Un tout petit peu de ressources. Aqueno les tombés. Oui, l'argent fait du bien. En termes d'aménagement, oui, mais ça ne, on ne va pas se cantonner à la ressource. Il y a plein de petites astuces. On peut faire un salon à base de votre tissu. Oui. On peut s'en inspirer, on peut trouver des artisans qui le font, qui vont allier les tendances du moment, c'est-à-dire les matériaux du moment, les formes du moment, avec ce que vous avez comme budget. Voilà. Donc ça dépend de votre budget, ça ne dépend pas de votre budget. Vous pouvez avoir un beau salon avec un petit budget, pendant que l'autre en a aussi avec un gros budget. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais on peut faire de belles choses avec peu de moyens. Peu de moyens. Et concernant les rideaux, on a tendance à penser que les rideaux sont faits seulement pour les fenêtres. Le rideau peut servir à habiller un mur. Entre un jour de la semaine et un autre, ou une heure de la journée et une autre, vous avez envie de varier totalement l'ambiance. Vous n'allez pas rappeler un peintre et lui dire « Allez, change-moi la couleur tout de suite ». Ça peut être fait avec un rideau. C'est pour ça que certains préfèrent avoir des rideaux massifs qui occupent toute la hauteur du mur et qui peuvent aussi se développer sur toute la longueur d'un pan de mur. Donc, au-delà des fenêtres, on peut couvrir, on peut habiller le mur avec un rideau. Et de ce fait, la couleur, qui peut être différente de la couleur du mur, sert à envoyer le message du jour. Vous êtes de bonne humeur, allez, madame est de bonne humeur, tous les rideaux en jaune aujourd'hui. C'est comme le drap du lit. Ah oui. Et pour ceux-là qui sont friands, qui veulent lire tout le temps, comme Assioum, c'est que Assioum, lui, ne peut pas passer une journée sans lire un livre. Est-ce qu'on peut se permettre le luxe là de mettre, c'est pas une petite bibliothèque chez soi et disposer les livres et tout? Bien sûr. Je me demandais pourquoi il avait l'air aussi intelligent. Oh là là. Oh là là. Oui, bien sûr. Les livres, ce sont des éléments qui sont bienvenus dans le salon. Parce que, encore une fois, vous faites passer un message. Vous êtes un homme de culture. Voilà. Tout de suite, quand on rentre chez vous, vous êtes passionné de cuisine, vous êtes passionné d'architecture, vous êtes passionné de couture. Les livres dans votre bibliothèque, vous êtes passionné de littérature africaine, vous faites passer ce message et c'est très enrichissant. Même pour l'éducation des enfants aussi. À force d'avoir vu des bouquins dans le salon de leur père, ils vont s'intéresser à cette chose-là. Oui, les bibliothèques sont très bienvenues et moi, je recommande énormément de les avoir chez dans le salon. Eh bien, Sommet, on conclut que pour relooker son salon, il faut peu de choses. Il faut savoir agencer et tenir compte de son cadre de vie aussi. Et des couleurs, pourquoi pas? Je ne vais pas en rajouter. Merci beaucoup à vous pour tous ces conseils. Merci également à vous, monsieur Rondefort. C'est Noupo. J'aime bien Noupo. Ça veut dire que c'est l'espoir. Absolument, Voilà. absolument. C'est un message d'optimisme. Ah oui, ça c'est vrai. Allez, le grand rendez-vous. Cette fois-ci, on se met tout simplement sur la route avec vous. C'est Autant Savoir. Autant Savoir ce soir, nous sommes sur la route et nous parlons de courtoisie au volant. Il paraît que c'est un facteur de sécurité routière. Les Autant Savants viendront tout à l'heure nous détailler ce sujet juste derrière cet extrait. Clairement, dans la ville de Cotonou et en général au Bénin, vous allez constater évidemment, comme vous le dites, un manque de courtoisie. Et lorsque vous analysez, vous allez comprendre que ce manque de courtoisie-là est dû à la méconnaissance du code de la route. Le permis, c'est la première règle. C'est l'attestation ou le certificat qui donne autorisation à un usager de se mettre à bord d'un véhicule à 2, à 3 ou à 4 roues, plusieurs. Donc, c'est d'abord cette attestation qu'il faut avoir. Mais nous constatons avec amertume également que des personnes détiennent ces attestations-là, mais qui, sur la route,
ne respectent pas véritablement le code de la route. Le CNSR, à travers ses partenaires, que sont les ONG, organise des séances de sensibilisation sur les sites de rassemblement des taxis-motos que nous appelons communément Zemindia, pour leur donner des notions du code de la route. Et lorsque vous avez des notions du code de la route, vous savez que vous pouvez éviter le danger en prenant en compte l'erreur, et par exemple, de l'autre usager. Mais lorsque vous allez vous mettre sur la route pour une erreur et que l'autre aurait commise, vous allez vous mettre à vous insulter. Excusez-moi le terme. Vous devez comprendre que ça, c'est mon couloir. De l'autre côté, c'est le couloir de l'autre. Et même s'il arrivait que l'autre fait l'erreur de glisser dans mon couloir, je dois tout faire pour l'amener à la raison, de façon courtoise, lui dire, mon frère, il faut serrer de l'autre côté, c'est ton couloir là, etc. Et je crois que ça peut aller. Oui, ça peut vraiment aller. Et nous avons sur ce plateau ces usagers qui sont le plus incriminés en la matière. Quand on parle vraiment de courtoisie, de la non-courtoisie sur la voie, beaucoup incriminent les émigrants, mais je vous assure, ce sont des personnes qui ont de très bonnes intentions, en tout cas, qui sont de très bonnes intentions sur nos routes. Et j'en reçois un ce soir avec Aniat Bello. On reçoit bien sûr M. Firmin Akpadi, il est conducteur de taxi-moto. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous avoir laissé votre moto ce soir en une heure de pointe surtout, où beaucoup seront en train de chercher des émeutes, en tout cas en train de marcher. Vous avez accepté de venir parler à la population, c'est un plaisir. Absolument. Bonsoir à vous, Aniat Onifade-Bello, comment allez-vous? Bonsoir Assom Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, il est question ce soir de parler de courtoisie. Vous avez invité un Zémilian. J'ai dit à nos téléspectateurs que nous allons sur la route. Ils n'ont pas cru. On y est, mesdames et messieurs. Eh bien, on est sur la route depuis hier, puisque la semaine de la courtoisie a démarré depuis. Et aujourd'hui, sur le grand rendez-vous, on revient encore sur la courtoisie au volant. Hier, on s'est rendu compte que beaucoup se plaignent du manque de courtoisie des conducteurs de taxi-moto. C'est pour ça que nous avons dit qu'il vaut mieux en recevoir un pour les écouter eux-mêmes et savoir un peu si le problème aussi se pose à leur niveau. Cela ne peut pas être en jaune ce soir. C'est le jaune qui gagne ce soir. C'est le jaune qui gagne sur le plateau. Vous avez compris. D'accord. Donc déjà, dites-nous, monsieur Akpadi, je vais y arriver. On reproche souvent aux conducteurs de taxi-moto de ne pas être assez courtois sur nos voies. Est-ce que vous-même, vous avez fait le même constat? Oui, le constat est général et presque tout le monde se plaint. Et c'est vraiment déplorable. Ce qui fait très mal est le cas que nous enregistrons au niveau, n'est-ce pas, de comment dit-on, c'est-à-dire des étrangers et qui viennent et surtout on déplore le fait que pas seulement les conducteurs de taxi. D'accord. C'est-à-dire en général, le commun des Béninois, tous ceux qui roulent à deux motos, c'est-à-dire à moto voilà, à sur deux. Des engins à deux roues. Et donc, le constat est général. D'accord. Donc pour vous, ce n'est pas que les conducteurs de taxi-moto, c'est tous les usagers. C'est tous les usagers. Les usagers à deux roues. Les usagers à deux roues. Mais souvent, ce sont les émigrants. Bon, d'accord, le cas est créa au niveau des tout à fait. Et ça insulte beaucoup. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont frustrés? C'est parce que vous êtes frustrés que ça arrive comme ça sur la voie? Bon, en fait, d'accord, je répondrai que oui, par affirmatif, parce que il y a une question d'éducation qui se pose à ce sujet. Et ça, c'est le premier point. Le second point, je dis, il y a aussi la question qui est liée à la culture, notre culture. En général, nous remarquons que nos amis du Nord, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans le régionalisme, mais je constate souvent que ce problème est lié beaucoup plus aux gens du Sud. Aux gens du Sud, et quand on les frotte, on constate que
c'est des gens qui, depuis la maison, sont énervés, ils sont tendus. Voilà, sont tendus. D'accord. Ce qui est sûr, puisqu'on n'a pas un sondage bien précis. C'est une question d'éducation. Voilà. Comme on n'a pas un sondage qui nous permet de dire si c'est les Zem du Nord ou les Zem du Sud, ce qu'on sait, c'est que c'est des Zem en général. Alors, si on peut déjà revenir sur ce qui peut amener un conducteur de taxi-moto dans nos rues à ne pas être courtois, pour vous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui peut amener un Zem à ne pas être courtois sur la voie? Sur la voie, bon, comme je disais tout à l'heure, à part le problème d'éducation. À part le problème d'éducation. Oui. On a l'impression que vous êtes pressé à tout moment. Bon, vous savez, c'est l'heure qui fait notre monnaie. Vous comprenez? Nous, on vit en fonction du temps. Donc, ce qui peut amener les aimants à ne pas être courtois, c'est beaucoup lorsqu'ils constatent que le client veut leur perdre du temps. Et on constate aussi qu'il y a des clients qui manquent de respect en majorité. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Aux conducteurs des ZEM. Okay. Et aussi, il y a le fait que les ZEM n'ont pas, c'est-à-dire, se sentent lésés, quoi, c'est-à-dire se sentent marginalisés. Se sentent marginalisés. Et donc, ils veulent quand même s'exprimer et faire choses. Leur expression peut s'apparenter à un manque de courtoisie. Alors, le manque de courtoisie aussi se remarque dans le partage de la voie. On dit souvent les conducteurs de taxi-moto, ça te double à droite, ça te double à gauche, sans vraiment savoir s'il est prioritaire ou pas. Et c'est peut-être lui qui est en infraction et c'est encore le premier à crier au secours. À ce niveau, est-ce que c'est toujours le problème d'éducation ou un problème... Non, là, ce n'est pas le problème d'éducation. Voilà. Là, c'est un problème de manque de maîtrise du code de la route. D'accord. Tout simplement. D'accord. Maintenant, le code de la route n'est pas obligatoire. Ça, il devrait l'être, mais vous n'allez pas souvent dans les auto-écoles avant de devenir conducteur de ZEM. Est-ce que pour vous, il faut que tous les conducteurs de taxi-moto aillent à l'auto-école? Tout à fait. Il faut absolument que tous les conducteurs de taxi-moto aillent se faire former. Et ce que nous sommes en train de dire, les cours de code de la route et les conseils pratiques. Parce que dans les cours de code de la route, on enseigne beaucoup de choses, d'accord? Les panneaux, où circuler sur la route, mais on apprend aussi la courtoisie. Voilà. Maintenant, il y a aussi que, bon d'accord, nous ne sommes pas encore dans la phase des solutions. Si. Mais si c'est le cas, moi je déplore beaucoup le fait que les maisons d'auto-école doivent absolument intégrer dans leur programme quelque chose qui doit être lié au conseil pratique. Au conseil pratique. Et pourtant, il y a tout un chapitre sur la courtoisie. On a reçu un promoteur d'auto-école ici hier qui nous l'a dit. Au niveau des programmes de l'auto-école, il y a tout un chapitre qui est sur la courtoisie. C'est des cours qui passent, un peu comme on dit, cela va sans dire. Ça dit, ça passe sans que les gens ne maîtrisent pas. D'accord, ils vont juste rechercher les points, ils cochent et puis ils s'en vont. Pour que ça la soit inséré, vous comprenez. Oui, donc, mais déjà, si vous n'y allez pas au niveau de l'auto-école, le problème est beaucoup plus récurrent que ça. Pour vous, comme solution, ce serait quoi? Pour emmener les conducteurs de ZEM à être plus courtois sur la voie. À être plus courtois, il faut forcément que des centres soient créés. Et pour que, forcément, il faut les enseignements pour que pêle-mêle tout le monde soit imprégné à la chose. D'accord. Merci Firmin Akpadi. Avec vous, on a parlé de la courtoisie sur nos voies et on s'est rendu compte que les conducteurs de taxi-moto, comme l'a dit Asiom, veulent bien aller se faire former. Donc, comment cela peut se mettre en œuvre? On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Asiom Gaba, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous. Agnat Onifa Debelo, à très très bientôt. Je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, que les conducteurs de taxi-moto, les émigrants, j'aime les appeler comme ça, et non conducteurs de taxi-moto. Tout le monde est conducteur de taxi-moto, c'est vrai. Mais c'est les émigrants, c'est original. Hein, c'est de chez nous, vous comprenez. En tout cas, ce sont des personnes qui sont vraiment de très bonnes intentions, seulement que les situations sur la voie, il arrive comme ça qu'on réagisse tout d'un coup. Je pense qu'au fil des jours, on aura le temps
bien sûr, d'amener les uns et les autres à être beaucoup plus courtois sur la voie. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs, mais là, c'est Nadège Sani qui va continuer le grand rendez-vous avec vous. Moi, je reviens juste. C'est l'heure du journal, en fait. Il est 19h45. Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Mode de déplacement par excellence des populations de la Basse-Vallée, le transport fluvial au Bénin est désormais régi par des tests. Que disent-ils? Réponse dans ce journal. L'élevage à domicile est une activité génératrice de revenus pour certains, une pratique qui peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé et l'environnement de l'éleveur et des habitations voisines. Le batik ou l'art de patience et de minutie consiste à dessiner sur un tissu le motif à reproduire. Le résultat final dépend de l'inspiration de l'artisan. Zoom sur les étapes de la réalisation d'un batik dans cette émission. Le transport fluvial est l'un des modes de déplacement des populations de la Basse-Vallée de l'Ouémé au Bénin. Pendant longtemps, l'as fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation. Mais depuis 2012, des lois existent pour encadrer le secteur en matière de transport de passagers et des marchandises. Florent Akakpo est le commandant de l'unité spéciale de police fluviale et maritime. Il donne à travers cet extrait un aperçu des normes qui régissent le transport fluvial au Bénin. Il est au micro de Patrick Adjakbodjou. Les normes, c'est à partir d'abord de l'embarcation utilisée. Il faut que l'embarcation soit amène de flotter tout au long du voyage et résister aux intempéries. Étant entendu que sur un plan d'eau, ce n'est pas comme sur la terre ferme où on peut avoir la possibilité de s'arrêter ou faire chose là. Par rapport à l'embarcation elle-même, il y a des normes qui sont prescrites pour permettre la flottabilité. Et après, il y a des équipements qui sont indiqués qu'on doit avoir à bord, notamment les osselets, les gilets de sauvetage, un sifflet et des dispositifs qui permettent de voir en matière de conditions atmosphériques pas du tout habituelles, à savoir quand la visibilité est faible. On a fait des campagnes de sensibilisation aussi bien que ce soit au niveau des Agégués, des Souava, les abords au niveau des berges de Cotonou. Au cours du dernier incident à Malanville, suite à l'effondrement, l'affaissement du pont à l'entrée de Malanville, nous avons procédé à des séances de sensibilisation là-bas. À Thiémé également, il y a des séances de sensibilisation qui ont été effectuées. Il faut observer les normes pour arriver à destination. À commencer par les places assises au niveau des embarcations. Il ne faut pas rester sur un autre passager, il ne faut pas rester aux abords ou sur la bordure de l'embarcation. Il ne faut pas rester ou bien s'asseoir et prendre d'autres marchandises sur soi parce qu'au moment de l'incident, c'est ces personnes qui sont les premières personnes vulnérables. Élever des volailles, caprins et ovins chez soi est une pratique qui se développe chez certains propriétaires. Même si cette activité est rentable pour celui qui les exerce, peu de propriétaires d'animaux sont conscients des risques que ceux-ci présentent aussi bien pour eux que pour les voisins. Les enclos mal entretenus sont des nids de microbes qui propagent des odeurs insupportables. Edwige Agosso, Gloria Oni. Au Bénin, l'élevage domestique avoisine les 14%. Les éleveurs non seulement font reproduire les bêtes, mais aussi prennent du plaisir aux côtés de ces animaux. C'est le cas de cet élevage sis à Aïbatin, au domicile de José. Ici, on élève des canards, des dindons, des poules et même la caille. Ici, nous faisons l'élevage, c'est clair, il y a les fientes, il y a les excréments qui sont souvent rejetés. C'est vrai que quand ce n'est pas bien entretenu, ça peut dégager des odeurs. Mais
attention, il faut veiller à l'enlèvement régulier, constant des odeurs. Et il faut dire que nous avons souvent autour de 100 à 150 canards, et 100 à 200 poulets, lorsque nous sommes en pleine production. Hein. Et les dindons, une cinquantaine, une centaine de dindons. Nous gérons 100 à 200 cailles aussi. Cependant, il y a des règles d'hygiène à suivre pour maintenir les enclos propres et éviter la propagation des odeurs. Le soin des enclos et des bêtes, c'est une question d'hygiène, c'est une question d'assainissement. Il faut veiller à la propreté de son cheptel. Essayer de désinfecter au maximum au fur et à mesure. Ne jamais remettre à demain. Ici, nous sommes à Cotonou, nous sommes en pleine agglomération. Et outre les problèmes sanitaires qui peuvent se poser chez lui-même, il y a les petits soucis qu'il peut poser à son entourage dans l'environnement immédiat. Tant que nos potentiels éleveurs ne comprendront pas qu'il faut prendre bon soin de leurs enclos et de leurs bêtes, et soyez sûr que la situation va perdurer pour toujours. Une situation qui déplaît énormément aux populations environnantes en raison des problèmes environnementaux que cette forme d'élevage peut provoquer en cas d'absence d'hygiène appropriée. Ce que j'ai surtout remarqué à côté de moi, les midis, l'enclos dégage l'odeur nauséabonde, quoi. Donc, ça ne marche pas du tout, c'est pas digestif. Donc, et encore, il faut noter autre chose. Quand on ouvre les enclos, les animaux se divaguent et créent des accidents dans les vents. L'élevage domestique serait une forme de pollution qui passe souvent inaperçue. Des enclos propres et bien entretenus peuvent garantir une bonne santé pour tous. Et ne l'oublions pas, ce type d'élevage constitue des sources de revenus qui boostent l'économie locale. Le batik est une technique d'impression des étoffes pratiquée dans plusieurs pays d'origine indonésienne. Les artisans de batik sont des trésors vivants aux gestes virtueux alliant précision et régularité. C'est une étoffe qui comporte des motifs réalisés selon une technique de résistance à la teinture. Allons à la découverte de ce tissu avec Igor Ayoso et Yasmine Damata. D'origine indonésienne, le batik représente l'art de décorer un tissu par des dessins. Différentes techniques permettent de l'obtenir. Il y a les batiks qu'on fait avec les tampons. Les tampons, on dépose dans la cire et on dépose sur le tissu. Donc les motifs là sont de même forme. Ça ne varie pas. Et il y a une autre technique qu'on appelle en anglais tie and dye. Tie and dye, ça veut dire attacher et teinter. On attache le tissu, la façon qu'on veut, on plonge dans la teinte. Donc la partie attachée ne prend pas la couleur. Et quand on le défait après, ça donne un modèle, un design. Et c'est très beau à voir. Il y a une autre technique aussi qui consiste à plier simplement les tissus dans les formes voulues et les plonger dans la teinte et obtenir toujours des motifs, des designs. Un art qui existe depuis plus de 2 siècles. Pour ces artisans, le batik peut être utilisé à plusieurs fins. Un batik, ça fait partie des objets consommables qu'on peut porter. On fait coudre un boubou ou une robe, tout ce qu'on veut, on fait coudre avec. Pendant que les tableaux batik, c'est pour les décorations dans les salons, c'est pour la décoration en un mot. Avec les tissus batik, nous fabriquons des chaussures, des pochettes, des sacs, juste pour donner la visibilité, la valeur aux chaussures. Toujours pour valoriser notre culture. Très beau et convoité à la vente, la réalisation d'un tissu batik reste un art délicat. Comme tout travail, les difficultés ne manquent pas. Bon, parfois c'est lié au manque du produit qu'il faut pour faire la teinte, soit c'est dû au manque de la cire. Sinon, en fait, il n'y a pas de grande difficulté pour la réalisation de ce travail de batik. Le plus difficile à faire, c'est le fait de prendre le pinceau, le chantin,
pour faire les dessins, pour faire les portraits, pour faire les motifs, les paysages. Sinon, les autres, c'est terre à terre, c'est très simple. Travail très minutieux auquel s'attellent les artisans de par le monde. Le batik est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Au Ghana, le gouvernement veut mettre en place 10 nouvelles mesures pour attirer de nouvelles entreprises pouvant améliorer le secteur des affaires. Selon le vice-président du pays qui a annoncé l'information, ces nouvelles réformes prévues pour entrer en vigueur entre mars et juin 2019 devraient concerner la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le secteur électrique et les échanges transfrontaliers. Au Sénégal, l'école William Ponty a formé plusieurs générations de leaders africains. Allons à la découverte de l'école pépinière d'élite avec notre consoeur Kumba Diakité Mar de la RTS. En parcourant le livre-album, on découvre que l'école normale William Ponty a donné à l'Afrique des générations et des générations de grands intellectuels. Parmi eux, beaucoup de chefs d'État, Abdoulaye Wade du Sénégal, Modibo Keïta du Mali, Sidi Mohamed Ould Abdallah de la Mauritanie, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Émile Derlin Zenzou du Bénin ou encore Amani Diori du Niger. De grands cadres et des ministres comme Mamadou Dia, Émile Badiane, Amadou Cissé Dia, Alioune Badara Mbengue, Keba Mbaye, Medoune Fall, Boubacar Diallo Telli, Ousmane Seck, pour ne citer que cela. Saint-Louis, Gorée, Sébastopol, Thiès, pendant près de 100 ans, cet établissement a fourni à l'Afrique les meilleures de ses ressources humaines. Seuls les meilleurs étaient admis donc à l'école normale William Ponty, la crème africaine de l'époque, à l'issue d'un concours très sélectif. Il y avait un concours qui se déroulait au niveau de l'AOF au départ et qui était très rigoureux. Et les Happy Few, en nombre assez limité, étaient choisis parce qu'il fallait dispenser un enseignement pédagogique de qualité. Et donc il fallait limiter du coup le nombre d'élèves maîtres qui étaient choisis. À Ponty, la réussite était la règle, l'échec l'exception, le secret. L'internat est important. Si on doit restaurer le système éducatif actuel, il faut penser à l'internat. L'internat offrait un cadre où vous étiez, comme on disait à l'époque, nourri, logé et blanchi. Et donc, vous n'aviez aucun souci du point de vue matériel. On ne vous demandait qu'à étudier. L'école William Ponty est née un certain 24 novembre 1903 à Saint-Louis, mais sous le nom de l'École normale des instituteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. À bientôt, Nadège Sani, disons à demain. Vous serez bien sûr sur le grand rendez-vous avec Agnat Onifadebelo. Pour le moment, le grand rendez-vous, cette édition va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Et nous allons parler à présent de métier fibre optique. C'est sur la rubrique Expert. La fibre optique, une source de métiers, des métiers en vogue et très demandée d'ailleurs même sur le marché de l'emploi ces derniers temps-ci, puisque le monde entier s'apprête à migrer vers donc, le déploiement de la fibre optique. Et donc pour réussir cela, ce secteur a besoin donc d'artisans, a besoin donc de travailleurs, d'emploi, de la main d'œuvre surtout pour être beaucoup plus clair. Et donc nous avons sur ce plateau et au Bénin, voilà
cas spécialiste en fibre optique, qui participe à la plupart de ces projets dans la sous-région. Avec lui, depuis un bon moment, nous allons à la découverte donc des métiers qui sont liés à la fibre optique. Il vient ce soir nous parler du métier de préparateur de fibre optique. Qu'est-ce que c'est en réalité? On aura le temps de le savoir avec, bien sûr, Abdel Akochaye, spécialiste fibre optique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation et venir nous parler une fois encore d'un autre métier. On a eu à parler de la fibre optique de façon générale, les métiers qui sont liés, bien sûr, à cet outil. On a parlé après cela de la soudure en fibre optique. Aujourd'hui, nous parlons du préparateur fibre optique. Avant, bien sûr, de continuer cela sur certains qui en a qui n'ont peut-être pas suivi les deux précédentes éditions, dites-nous d'abord, définissez-nous la fibre optique, qu'est-ce que c'est et quel est son rôle, avant qu'on ne commence par parler bien sûr de ce métier, qui est donc de la préparation du câble fibre optique. Merci, M. Assioum. La fibre optique, c'est un support de transmission, un moyen de transmission pour conduire l'information d'un point A à un point B. Et la fibre optique est sous forme de fibres de verre. C'est constitué de fibres de verre, essentiellement de verre. Et dans la fibre, c'est la lumière qui circule. L'information circule sous forme de lumière. De lumière. C'est ce qu'on voit déjà à l'écran, là, que les gens sont en train d'utiliser là, c'est ça, les fibres optiques, c'est oui, ça? C'est les fibres optiques. C'est la fibre optique. Et donc, donc, la lumière traverse donc, ces fibres-là pour apporter de l'information. Oui. Quel genre d'information transite à travers donc, les fibres optiques? Tout type d'information. On a les vidéos et les audios que nous faisons, et la voix, la communication. Aujourd'hui, tous les réseaux GSM, les opérateurs GSM sont en train de déployer la fibre optique. Et on a les FAI aussi, les fournisseurs d'accès Internet, qui sont en train de déployer de la fibre optique. Donc, toutes ces informations passent par la fibre optique sous forme de lumière. De lumière. Parce que la fibre optique a une bande passante, une très grande bande passante, une bande passante illimitée d'ailleurs, et l'information circule à près de 3 puissance 8 mètres par seconde, la vitesse de la lumière. Donc, avec la fibre optique, c'est beaucoup plus rapide d'avoir donc ces informations, d'envoyer de l'information d'un point A à un point B aujourd'hui. Avec la fibre optique, l'information circule très rapidement. C'est au clic, on a les résultats, et aussi on peut faire passer toute forme d'informations sous forme audio. C'est déjà déployé au Bénin? C'est déjà déployé au Bénin. Il y a la première phase qui est déjà déployée par le projet PDUDT de Bénin Télécom. Et la deuxième phase va commencer très bientôt. OK. Alors, et donc vous avez constaté qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans ce secteur-là, dans ce déploiement-là, que ce soit au Bénin ou dans les autres pays qui nous entourent. Mais dites-nous exactement, c'est quoi le métier de préparateur de fibre optique? OK. On a constaté lors de la première phase du projet PDUDT qu'il y a un manque de personnel de sachants. Et donc, beaucoup d'étrangers ont travaillé ici, et notamment les Nigérians. Ils ont travaillé ici. Et parce que eux, au Nigeria, ils ont déjà franchi cette étape-là, ils ont déjà déployé la fibre optique avant nous. Et la deuxième phase s'annonce. Les FAI aussi vont déployer leur propre réseau fibre optique, et donc il faut forcément avoir des gens qui s'y connaissent. Et la fois dernière, on avait parlé du métier de soudeur fibre optique. Aujourd'hui, on va parler du préparateur fibre optique. Avant même de souder, il faut préparer le câble. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est préparer le câble? Ça consiste à faire quoi? OK. J'avais fait allusion lors de ma première intervention ici que la fibre optique est considérée comme une femme vierge, et pour la première fois, avant qu'il y ait quelque chose, il faut l'aborder, il faut la préparer, tout ça. La fibre optique aussi, c'est comme ça. On prépare le câble, on déshabille le câble, on parle de décaper
le câble en termes techniques. D'accord. On décape le... C'est-à-dire on enlève la protection. Donc la fibre optique même est complètement la fibre optique, à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire là. À l'écran, on a vu tout à l'heure. Il est en train de décaper comme ça. Voilà. Il est en train de décaper la fibre. Et ce qui est presque en blanc que vous ne voyez pas là, c'est ça qui est la fibre. La fibre. Son diamètre fait le diamètre d'un cheveu. D'un cheveu carrément. Hein. Et c'est ça qu'il met dans quel appareil il est en train d'utiliser? La cliveuse. Il met dans la cliveuse et il clive la fibre. Il coupe la fibre. Okay. C'est-à-dire il polit ses bords afin que posé dans la soudeuse et la soudeuse puisse bien souder les deux fibres et qu'il y ait passage de la lumière. De la lumière. Ah, d'accord. Donc on parle aujourd'hui donc de la préparation. Donc, la première étape, ce qu'il a fait, c'était donc de préparer, ça décaper, nettoyer. Oui, ça fait partie, ce qu'il a fait tout à l'heure, ça fait partie de la préparation du câble. Parce que pour préparer le câble, quand vous réceptionnez le câble, il faut nettoyer d'abord le câble avec un torchon propre. Après, il y a un outil qu'on prend pour faire une circonférence. On coupe de façon circulaire le câble, on sort et dans ça, on a un gel dans le câble. On a un gel qu'il faut encore nettoyer avec de l'alcool et de la poudre. De la poudre. Et l'alcool, acheté bien à la pharmacie, il ne faut pas aller sur les... Non, sinon ça ne marche pas. Donc, il faut un degré donné. Il faut un degré donné. Et après ces opérations-là, nettoyage, décapage, nettoyage et autres, on tombe encore sur les petits tubes. Les tubes que vous voyez qui sont en jaune, en rouge et bleu, là, on tombe sur ces tubes-là. Il faut encore décaper ces tubes-là. Et là aussi, on trouve du gel qu'il faut nettoyer encore et pour démarier les fibres. Parce que dedans, il y a beaucoup de fibres. Donc, il faut les démarier. Et là, il faut de la poudre pour les démarier. Et après ça, maintenant, il faut décaper une fois encore la fibre elle-même et cliver. Ah, donc, il a déjà passé toutes ces étapes avant d'en arriver là oui, il a déjà passé toutes ces étapes là avant d'en arriver là. Là, ok. Donc, la préparation, c'est ça ce que vous êtes en train d'expliquer, les étapes. Donc, il faut décaper. Vous décapez une première fois, il y a un gel. Vous tombez maintenant sur les fils jaunes qu'on voit là. Et vous décapez encore à cette étape-là. Oui. Vous trouvez encore d'autres gels qu'il faut encore nettoyer avec la poudre, torchon, alcool et tout le reste. Voilà. Avant maintenant de passer à la phase soudure. À la phase soudure. Maintenant, après avoir soudé, normalement, le préparateur de câble doit après lever la fibre. Lever. Hein? Lever. Et c'est même le mot technique. Technique. Il faut lever la fibre. Lever, c'est quoi? C'est ranger la fibre dans son lieu habituel. Ça peut être une cassette, on parle des cassettes, ou bien ça peut être des joints bosses, on parle de joints bosses. Donc, quand le préparateur il finit de préparer la fibre, le soudeur, il soude, il fait ses tests, il voit que bon, le signal passe, la lumière peut passer, tout ça. Il laisse encore le soin au préparateur. Le préparateur maintenant va lever la fibre dans les cassettes et lever le reste du câble qui reste. Donc, lever, par exemple, on peut mettre ça sur... c'est une manière d'installer... Oui, c'est une manière de ranger la fibre pour que le signal ne soit pas interrompu. Interrompu. Ah, d'accord. Donc, c'est ça lever. C'est ça lever. D'accord. Et on peut le faire sous forme de 0 ou sous forme de 8. Alors, si je comprends bien, le préparateur du câble, il est avant la soudure et après la soudure. Oui. Est-ce qu'il peut être lui aussi soudeur? Il peut être aussi soudeur. La preuve est que pour les projets, le projet PDUDT qu'on a fait la première phase, on a été à la fois préparateur, on a été soudeur, des fois il y a même des images ici, j'ai des images ici et moi-même j'étais monté pour faire même
les loves en haut. En haut, les installations oui, en fait. Les installations en haut. Or, normalement, s'il y avait des gens dans le domaine, si les gens étaient formés, on n'a pas besoin de faire tout ça. Quand vous allez en France, tout près, il y a le soudeur à part. Il y a le soudeur à part, il y a le préparateur de câbles à part. Et on le recrute spécialement pour préparer le câble. Mais alors, donc, dans notre contexte aujourd'hui, on a besoin donc d'un préparateur qui peut être aussi, pourquoi pas, soudeur, pas forcément, mais il peut être aussi soudeur, il peut être aussi préparateur de fibre optique. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours facile de devenir préparateur de fibre optique, en tout cas d'apprendre un métier lié à la fibre optique? C'est possible aujourd'hui au Bénin? Au Bénin, déjà, c'est possible. C'est possible grâce à nous, on a déjà tout mis en place pour que cela soit une réalité. Une réalité. C'est possible d'être préparateur de câbles, c'est possible d'être soudeur, c'est possible aussi d'être testeur. Testeur. Est-ce que c'est un métier qui va durer dans le temps ou bien c'est juste le temps, la période de redéploiement ou bien de déploiement de la fibre optique au Bénin? C'est un métier qui va durer dans le temps parce que même après les phases de déploiement de la fibre optique, il faut maintenir à chaque fois, il faut aller au niveau des installations, au niveau des centraux, et enlever, nettoyer, il faut même décaper et ressouder. C'est un métier qui va durer dans le temps. Dans le temps. Parce qu'avec la fibre, il faut prendre beaucoup de soins. De soins. Ah, d'accord. Parce que d'aucuns se diront, ben, écoutez, après l'angle de déploiement, on n'aura peut-être plus besoin de ces profils-là dans le secteur. Ils vont peut-être se dire que comme c'est pour un temps, c'est éphémère, ils vont mieux laisser. Donc, c'est un métier qui peut donc durer dans le temps. On aura besoin de vous à tout moment. À tout moment. Ce n'est même pas un métier qui peut durer, c'est un métier qui va durer dans le temps. Dans le temps. Oui, vu l'importance et l'utilité de la fibre optique, dans le monde de l'Internet, dans le monde de la technologie. De la technologie. Merci beaucoup à vous. Est-ce que c'est un métier qui peut vraiment nourrir son homme quand on se retrouve dans un projet de déploiement de fibre optique ou quand on est juste préparateur de fibre optique, ça peut vraiment nourrir son homme au Bénin? Aujourd'hui, au Bénin, sinon en Afrique de l'Ouest, beaucoup, ceux qui se sont lancés dans ce domaine-là et gagnent leur vie par là. C'est un métier qui paie très bien. C'est un métier qui est rentable. Un préparateur de câbles fibre optique est payé à l'heure ou par jour? À combien, par exemple? OK. Ça dépend du type de contrat. Okay. Si vous êtes recruté par une société... Le minimum qu'il peut gagner, par exemple? Le minimum qu'il peut gagner, je sais que lors du projet PDUDT, ceux qui étaient recrutés étaient au moins à 150 000 francs. Par mois? Oui, par mois. Par mois. En tant que soudeur, préparateur. Et tout. Maintenant, si tu t'es installé à ton propre compte et un soudeur fibre optique, tu soudes une seule fibre, comme ça, tu es au moins à 5 000 francs. À 5 000 francs. Pas soudure. Pas soudure. Et préparateur aussi, même chose? Non, préparateur, le coût diminue. Le coût diminue. Le coût diminue. Donc, le soudeur est beaucoup plus payé que le préparateur fibre optique. Oui. Donc, c'est mieux en tant que préparateur fibre optique de maîtriser également la soudure. La soudure, oui. Pour aller beaucoup plus Mais on peut être préparateur sans être soudeur parce que la soudure, ça fait appel encore à d'autres formations, ça fait appel encore à d'autres compétences. À d'autres prérequis. À d'autres prérequis. Voilà. Merci beaucoup à vous, Abdel Akotchaye, d'être venu sur ce plateau nous présenter bien sûr ce métier lié à la fibre optique. Je rappelle que ça fait partie donc des métiers les plus demandés sur la planète aujourd'hui, puisque le monde entier se met dans la mode fibre optique désormais en matière donc de technologie de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, pratiquement fini pour cette édition du Grand Rendez-vous. Nous allons à présent continuer et rappeler la météo pour une deuxième et dernière fois cette édition du Grand Rendez-vous.
Allez, c'était un plaisir d'avoir passé ces 90 minutes de télévision en votre compagnie, mesdames et messieurs. On va se retrouver déjà demain à 19h pour une autre édition du Grand Rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas de suivre déjà ce soir, dans quelques minutes, je dis à 21h00, le forum du jour, toujours sur BB24. Mesdames et messieurs, portez-vous et très bonne soirée sur BB24. Ciao.